Sur Renault.fr. Il est l'heure de vous évader avec les Gîtes de France du Nord-Pas-de-Calais. Partagez des moments uniques sur gîtesdefrance-nordpasdecalais.fr. Sud Radio, il est 11h. Parlons vrai. Le point sur l'information, Alice Berthias. Bonjour à tous, on vient de l'apprendre, un suspect a été interpellé à Lyon 3 jours après l'explosion d'un colis piégé en plein centre-ville. Annonce du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, l'attaque a fait 13 blessés. L'actualité ce matin, c'est aussi le Rassemblement national qui arrive en tête des élections européennes pour la deuxième fois consécutive avec 23,3% des voix. Il devance d'1 point La République en marche, deuxième. Satisfaction affichée hier de Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national après la proclamation des résultats. Je crois que c'est le début d'une nouvelle ère et je crois que les Français assistent ce soir à la renaissance d'un grand mouvement pacifique et démocratique qui a vocation à réunir le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche et à réunir tous ceux qui croient dans la nation. Voilà, tous ceux qui ne veulent pas forcément une politique de gauche ou une politique de droite, mais une politique de bon sens. C'est ce qui manque cruellement à la politique. Et moi, j'ai vu durant cette campagne beaucoup de responsables politiques, à commencer par Nathalie Loiseau, totalement déconnectés, totalement hors sol des préoccupations des Français. Nous, on incarne les vrais gens, la vraie vie et les vraies solutions. Jordan Bardella au micro de Boris Karlamov. À la 3e place, les Verts ont réussi à séduire 13% des électeurs, surtout chez les moins de 34 ans. Déculotté et remise en question en revanche chez les Républicains. 8,5% pour la liste de François-Xavier Bellamy. Pire score de l'histoire de la droite dans un scrutin. Certains appellent déjà la démission de Laurent Wauquiez. Le parti convoque un bureau politique ce soir à 18h. Dans les autres pays d'Europe, on retiendra la victoire de l'extrême droite en Italie. Le parti du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini l'emporte avec 28% des voix. En Allemagne, le camp de la chancelière Angela Merkel est arrivé en tête juste devant les écologistes. En Grande-Bretagne, sans surprise, c'est le parti du Brexit qui l'emporte. Enfin, les socialistes l'ont emporté en Espagne. Renault et Fiat Chrysler vont-ils s'allier ? Un projet de fusion a été présenté ce matin par Fiat Chrysler, une proposition étudiée en ce moment par Renault. Une fusion leur permettrait de devenir le 3e groupe mondial automobile. Et puis Rafael Nadal et Novak Djokovic font leur début sur terre battue à Roland-Garros, 2 des favoris de la compétition chez les hommes, tout comme Serena Williams et Kiki Bertens, très attendus chez les femmes. Voilà pour l'actualité, excellente fin de matinée. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter les élections européennes. On vous attend, on attend vos réactions, vos témoignages sur cette journée hier d'élection avec le score que vous connaissez, le Rassemblement national qui est arrivé en tête, La République en marche dans les choux, 8,4%, c'est ça Frédéric Dabi? Non. Les Républicains, pardon, oui. Non. Bon, c'est révélateur de rien du tout. Mais il y a trop de haine, il y a trop de haine, il y a trop de... Pas beaucoup d'heures de sommeil aussi. Voilà, trop... Il n'y a qu'à dire Macron-Le Pen, tout le monde comprend. Hein. Voilà, Macron, Le Pen, Macron en tout cas. Donc on va parler de tout ça. On a plein de choses à dire. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Votre livre, Le coup de com' permanent aux éditions du Cerf. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Valérie. Les sondeurs, vous allez répondre. Soyons plus mesurés. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et avant que vous ne commenciez à l'insulter sur Twitter, sur Facebook, dire que, si, oui, ce serait gentil, Madame s'il la vous plaît, baronne, les auditeurs, elle n'a pas voté Emmanuel Macron, on peut le dire. Non, on ne peut pas le dire. Non, on peut pas le dire. Bon, on peut pas le dire. Alors, On l'a pas dit. Mais vous êtes en colère quand même. Vous êtes en colère Non, je suis après. pas en colère. Non, c'est vrai, je dis que j'ai mais voté vous pour avez les libéraux. Vous avez publié hier une tribune, votre mouvement patronal, pour dire que vous n'étiez pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Non, je suis très inquiète parce qu'effectivement, tout le monde sait, mais si vous voulez, je voudrais dire aux auditeurs que d'abord, on a le droit d'avoir des nuances. Oui, absolument. Deuxièmement, on a le Parlons droit de vrai, changer la parole est d'avis. libre, absolument. On a le droit, j'ai trouvé Jadot formidable, j'ai même hésité à voter vert. Oui, tu l'avais dit la dernière Donc fois. ça suffit de caser les gens dans des camps, c'est vraiment insupportable. Donc aujourd'hui, en plus, l'avantage de cette émission, c'est que justement, on peut émettre des nuances. Absolument. Et je pense que Macron, là, je suis très déçue parce que j'ai l'impression qu'il fait comme tous les autres présidents de la République. Je trouve intolérable qu'on pense à la prochaine élection présidentielle. Tout se joue en ce moment, on change d'époque, ils sont tous là. Mais c'est un petit peu, alors on va en parler, je vous pose la question, est-ce que c'est une victoire tout de même s'il n'est pas arrivé en tête d'Emmanuel Macron? Il a réussi ce qu'il voulait, à savoir créer le match avec le Front National, à installer ça, et à tuer finalement les Républicains. Je réponds juste à la question. Est-ce que c'est une victoire? Ça, l'homme de science va savoir, mais psychologiquement, il a maintenu un peu son socle d'électorat.
Marine Le Pen a fait un peu mieux, on s'y attendait. Et moi, je trouve que ce qui n'est pas une victoire, c'est que l'homme que j'ai vraiment soutenu, que je peux continuer à soutenir, qui a essayé de faire des réformes, il a reculé à peu près sur tout. Il a reculé devant les gilets jaunes, il a involontairement provoqué les gilets jaunes. Donc, qu'est-ce que la victoire ? Aujourd'hui, moi, je pense à la France. C'est pas la victoire des hommes qui m'intéresse. Allez, 0826 300 300. Vous pouvez également nous retrouver sur notre Facebook Live de Sud Radio. Frédéric Dabi. Donc, les sondages ont été quand même les pronostics. Oui. Alors, un sondage n'est pas un pronostic. Déjà, parler de victoire pour une élection à un tour, le Rassemblement national réédite l'exploit, entre guillemets, de 2014 d'arriver en tête. Mais l'écart est si ténu avec la République En Marche que c'est vrai qu'Emmanuel Macron limite les dégâts et plus que jamais, on est sur la continuité du Big Bang électoral et maintenant il y a vraiment cette nouvelle bipolarisation LREM, RN. Pour parler des sondages, on l'avait dit lors d'une émission spéciale faite ensemble, un sondage ne donne pas le résultat mais donne une tendance et donne un rapport de force électorale qu'ont donné les derniers rulings IFOP fiducial pour Sud Radio. Un mano à mano LREM pour le Rassemblement national. LREM en tête, une dynamique légère pour les écologiques, on a fini à 9,5 dans notre rolling, même si ça a été au-delà, ce qui n'a pas été vu, et il faut bien le dire, c'est l'effondrement des Républicains. On a dit deux choses pendant la campagne. Première campagne électorale où, auprès des retraités, auprès des personnes âgées, LR n'était pas en tête, ce qui s'est passé. Deuxièmement, une très grande difficulté pour François-Xavier Bellamy de rassembler l'électorat Fillon. Et il y a un double mouvement de siphonnage qui s'est accéléré en fin de campagne. 27% des électeurs Fillon, pourtant de la droite pure et dure, a choisi la liste Renaissance. 15% dans notre enquête jour du vote, a choisi le Rassemblement national. LR a été victime d'un double vote utile qui a profité à RN, la République En Marche. Très bien. J'assume le fait que personne n'a vu que LR s'était effondré, mais rappelons ce qu'est un sondage. Oui. Moi, je l'ai vu, franchement. Alors, Arnaud Benedetti. Non, c'est une petite défaite électorale, mais un succès malgré tout de sa stratégie. Comme vous l'avez dit, il a réussi à imposer sa lecture politique de la scène politique, c'est-à-dire d'un côté des progressistes, de l'autre côté des nationalistes qu'il a érigés en adversaires. Mais en fait, cette victoire, elle repose sur deux phénomènes. Sur le processus de décomposition des vieilles offres politiques, dont cette fois-ci sont victimes les Républicains. Et il y a eu quand même, moi je crois qu'il y a eu, et c'est ça le plus important, c'est qu'il a bénéficié de l'effondrement de Bellamy. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la droite, que je qualifierais d'ordo-libérale, légitimiste, qui est allée se porter au secours de Macron. Ça, c'est un point qui me semble important. Et puis, alors, le deuxième élément de sa stratégie, mais à mon avis, c'est exact, il touche les limites, c'est que il pense que la stratégie et le processus de diabolisation de Marine Le Pen lui garantit une assurance vie politique. Moi, j'ai beaucoup plus de réserves quant à cette situation. Je pense qu'on est rentré non seulement dans un processus de dédiabolisation de Marine Le Pen, c'est évident, mais dans un processus de post-dédiabolisation. Et Marine Le Pen, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle préempte comme espace politique ? L'espace politique des souverainistes. Donc c'est du néo-souverainisme. Et le néo-souverainisme, ça fait beaucoup moins peur que l'identitaire. Absolument. Matteo Ghisalberti, un commentaire sur cette élection. Cette analyse qui vient d'être faite. Honnêtement, je trouve que les Républicains n'ont pas réalisé que déjà au second tour de présidentiel, qu'il fallait changer quelque chose et qu'ils pouvaient plus s'adresser à un socle traditionnel, disons, de leur électorat. Parce que ce socle-là avait déjà commencé à être un peu grappillé par la République En Marche ou bien par le Rassemblement national. Oui, non, parce que Fillon, quand même, il avait gagné. C'était c'était, à mon avis, déjà une tendance qui s'était amorcée et que les Républicains n'ont pas vu. Et surtout, ils ont payé, à mon avis aussi, le fait qu'il y a une guerre des égos qui dure depuis 4 ans, désormais, non corrigez-moi, qui a fait que tout le monde disait son opinion. Moi, je trouve que François-Xavier Bellamy n'a pas eu du succès parce que honnêtement il a pas convaincu tout le monde et je ne pense pas pour cette position parce que finalement il a assumé ce qu'il pensait, il a toujours dit qu'il avait des positions contre l'avortement etc. Mais je pense qu'il a pas été capable de se montrer avec de la niaque, disons, contre le président de la République, alors que Bardella à 23 ans il a lancé Frédéric, comment vous expliquez que vous ne l'avez pas vu ça
Non, mais moi je vais comprendre. J'ai des lunettes comment ça fonctionne. Oui. Et je vois qu'on donnait les derniers rollings, on a donné à la baisse, une républicain, tendance à la on était baisse. à 15, on est passé à 13, voire 12,5 le samedi. Et c'est vrai que ce qui était à l'œuvre, c'est-à-dire une difficulté à rassembler l'électorat Fillon et une droite prise en étau, mais c'est vrai que c'est la continuité de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron? Bien sûr, tout le monde a en tête qu'il a pris en gros entre 40 et 45% de l'électorat socialiste, mais il a pris entre 15 et 20% de l'électorat Sarkozy 2012. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi quelque chose dont on a parlé également. Ce n'est pas de la faute de François-Xavier Bellamy. C'est François-Xavier Bellamy qui a fait face à une entreprise depuis 2 ans de signes très forts envoyés à la droite. Qu'est-ce qui se passe au lendemain de l'élection présidentielle? Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de droite, qui se définit le jour de la passation des pouvoirs avec Bernard Cazeneuve comme un homme de droite. Et puis il fait des réformes, qu'elles soient libérales ou pas, c'est pas dire, mais ce sont des réformes dont rêvait le peuple de droite. La réforme de la SNCF, le droit du travail, il y a avec aussi une équipe gouvernementale composée d'un candidat de la primaire et quelqu'un qui était vu comme un très proche de Nicolas Sarkozy. C'est toute une série de signaux qui ont été envoyés à l'électorat de droite. Sur 100 électeurs âgés de 65 ans et plus, 33 ont voté République en marche. C'est absolument historique. Alors, Arnaud, deux choses. Moi, je pense qu'il a rallié. Il y a deux droites. Il y a la droite bourgeoise et la droite populaire. La droite bourgeoise, aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train de la préempter. La droite populaire, elle est au Rassemblement national. Ensuite, je pense qu'il y avait un deuxième problème avec le positionnement de François-Xavier Bellamy, c'est qu'il a fait plutôt une bonne campagne. C'est quelqu'un d'éminemment respectable et subtil dans son argumentation, sauf qu'il lui manquait aussi une dimension qu'avait Bardella, à mon sens, c'est une dimension un tantinet charismatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas impacté dans cet électorat populaire que finalement Laurent Wauquiez se faisait fort de récupérer avec sa stratégie politique. Et puis il y a un troisième point, c'est, si vous voulez, la subtilité du positionnement européen des Républicains le rendait inaudible, c'est-à-dire essayer de naviguer entre les eurosceptiques et une position qui n'est quand même pas fondamentalement éloignée d'Emmanuel Macron, ça a été, je pense, pour une partie de l'opinion publique, assez illisible. Vous oubliez quelque chose que je trouve, moi, évident, c'est que les gens... quand on leur posait la question, ils disaient « je ne peux pas voter Wauquiez ». Donc, même si on a mis une personnalité intéressante comme Bellamy, Wauquiez est quand même celui qui a fait perdre la droite. Moi, je suis très étonnée que vous ne le disiez pas. Wauquiez a été incapable de se redresser. Mais je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur... Attends, je finis. Je mets pas après, tout. on va poser la question de savoir ce que peut devenir Wauquiez. Je ne mets pas tout sur le dos de Wauquiez, mais la catastrophe que ça a été absolue, incapable de choisir un positionnement, mettant un gilet jaune, faisant n'importe quoi... je veux dire, pour dire le contraire après. Et même si Bellamy a été bon dans son genre, parce que je pense qu'on pouvait faire de mieux, les gens pensaient Wauquiez. Partout, ils disaient non, tout sauf Wauquiez. Et je pense qu'il y a une dignité. Si la droite veut arriver à faire quelque chose, il faut qu'il donne sa démission. Il faut qu'il démissionne. On va y revenir. Un mot, Matteo. À mon avis, il faut aussi considérer un autre élément, c'est-à-dire que jusqu'à pratiquement la veille des élections, on a vu que les Républicains ont toujours entretenu un flou avec les anciens membres de leur parti, pratiquement, qui sont partis vers la République en marche ou le Rassemblement national. Franchement, en tant qu'électeur, je pense qu'on pouvait rester un peu confus dans cette situation. Et honnêtement, je pense que le fait d'avoir laissé encore jusqu'à la dernière heure, pratiquement, Raffarin se présenter encore comme quelqu'un des droites qui passait à la République en marche, c'était un peu compliqué. Honnêtement, pour les électeurs, les Républicains. On a Jacques en ligne avec nous de Toulouse. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Valérie, bonjour vos invités. Voilà, je voulais faire 2 ou 3 observations. Bon, la première, ça concerne donc les résultats. Les résultats, je pense qu'ils marquent une double défaite d'Emmanuel Macron et un double succès d'Emmanuel Macron. La double défaite, elle est politique, puisque après avoir annoncé qu'il ferait tout pour battre Marine Le Pen et que c'était son principal objectif lors de ces élections, il n'y est pas parvenu. L'autre défaite, c'est que vous aurez remarqué que
dans tous les autres pays européens, les gens qui sont, je dirais, au pouvoir sont arrivés en tête et souvent largement en tête, comme Matteo Salvini en Italie. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc Emmanuel Macron se retrouve aussi affaibli sur la scène européenne. Demain, il est l'un des rares dirigeants à ne pas avoir gagné les élections. Ensuite, il y a un double succès d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que d'un point de vue politicien, mais effectivement, il a réussi son coup. Son coup, c'était effectivement de maintenir le match avec le RN national comme étant le premier parti et le premier opposant, et ensuite, effectivement, de laminer en quelque sorte les Républicains et de faire en sorte. Donc, c'est donc un double succès pour lui d'un point de vue, je dirais, de tactique électorale. Ceci dit, par rapport à ce que je viens d'entendre là, Bellamy a fait une très belle campagne. Je trouve que c'est quelqu'un de très 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 intéressant, et ce n'est certainement pas les gens comme Valérie Pécresse qui aujourd'hui, au lieu de prôner l'unité, prônent immédiatement la division en demandant la démission de Laurent Wauquiez, de Wauquiez, et en faisant appel à Jean-Christophe Lagarde, qui est un fédéraliste. Il faudrait peut-être que Valérie Pécresse se pose un jour la question de qu'est-ce qu'une ligne politique. Et ensuite, j'en terminerai juste avec un grand remerciement à l'ex-président, l'ex-grand chef de la droite française, monsieur Nicolas Sarkozy. Je lui adresse tous mes remerciements pour sa couardise. Voilà, j'en ai terminé. Merci, c'était très clair, Jacques, mais vous avez raison de signaler. En Italie, la Ligue de Salvini, 34%. Au Royaume-Uni, le parti du Brexit, 31 71%. Socialiste, vous écoutez quand je parle ou pas? Socialiste en Espagne, on fait 32%. En Pologne, les nationalistes, 43%. Et en Hongrie, le parti de Viktor Orban, 52%. Oui, moi j'ai 52%. Donc tous les chefs de gouvernement sont confortés par les élections, sauf Emmanuel Macron. Ce que Jacques disait est très juste. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. Fiat. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter les élections, les résultats des élections européennes avec Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Je précise que je ne sais pas pour qui vous avez voté, c'est moi qui en ai déduit votre vote un peu rapidement, parce que le vote est personnel, vous ne me l'avez pas dit, mais comme vous avez dit que vous étiez énervé par Emmanuel Macron, je me suis dit mais je ne sais pas ce que vous avez voté. Alors, on a une auditrice qui nous dit: je n'entends pas parler de Benoît Hamon. Écoutez, voilà les déclarations de Benoît Hamon hier. Un grand silence. On ne l'a vu nulle part. Voilà, c'est un peu facile à la radio, le silence, c'est pas évident. Mais on ne l'a pas entendu. Il était sur aucun plateau hier soir. Il a sauvé au moins son financement, puisqu'il fait 3%. Donc il est remboursé. Il a buté sur. Sinon, ils auraient encore piqué dans la caisse. L'absence des bulletins de vote de génération d'un 6 ou 7 départements. Et là, honnêtement, je voudrais dire qu'en 2019, ça fait un peu trop de ne pas trouver Faisons une fiche unique et les gens font. Comment on n'est pas au vote électronique? Comment on n'arrive pas à avoir des choses? Oui, il y a quelques bureaux de vote électroniques. Mais ça fait partie du folklore. Mais moi j'ai fait remarquer dans mon bureau de vote, je regardais si toutes les listes étaient là, Europe Écologie Les Verts, il n'y avait plus de bulletins. Donc j'ai dit à la dame, il n'y a pas d'Europe Écologie Les Verts. Et elle a dit, ça fait 2 fois qu'on remet comme ça. Et elle est allée les chercher sous le bureau. Enfin, c'était absolument atterrant. Cela dit, personne n'a tenu rigueur quand même au démêlé à l'Europe de Marine Le Pen, dont on rappelle que l'histoire des attachés parlementaires, elle a été condamnée pour ça, etc. Donc c'est assez étonnant quand même de voir. Elle n'a pas été condamnée, c'est toujours en instruction. Elle est mise en examen. Elle est mise en examen. On est innocent. Oui, on sait en même temps que c'est toujours oui, exactement. C'est des enquêtes un peu très longues, à tiroir. Joseph est en ligne avec nous. Bonjour Joseph, pardon de vous avoir fait attendre. Non, mais c'est pas grave. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors je vais faire très court parce que je suis en voiture. D'accord, mais garez-vous, hein. Je peux pas. Alors, pour faire vite, moi j'ai toujours dit que notre ami Monsieur Macron est très intelligent. Bon, aujourd'hui, il a repoussé tous ses adversaires. Il sait très bien le faire. Alors, on ne va pas les évoquer, ça serait trop long la liste. Il y en avait je ne sais plus combien. Et le bras de fer, toujours pareil avec Marilyn. Alors, à Marilyn, il lui laisse quoi? Il lui laisse d'aller mettre des candidats
Qu'est-ce que vous appelez Marilyn? Non. Marine, d'accord, oui, je me disais, j'ai loupé un candidat. Excusez-moi, il lui laisse donc là, sur cette campagne, mettre des personnes donc siéger à l'Europe, mais il sait très bien que le jour J, il va tout reprendre. Il est très fort, voilà. Moi, je dis qu'il a encore fait du passe-passe. Et il est tellement intelligent que quand on arrivera dans les présidentielles, parce que je pense qu'il en a parlé déjà, il va tout lui reprendre, tout simplement. Donc voilà, très intelligent, très malin. Et puis voilà, je finis là-dessus. C'est très bien. Moi, ça. C'est bien. Maintenant, il faudrait diriger la France un peu, parce que là, je veux dire qu'il y en a aussi ras-le-bol. On est reparti dans un duel. On va reparler de ça. Maintenant, il a renoncé à énormément de réformes parce que ceux qui aujourd'hui vont y perdre, j'ai l'impression que ce sont les entrepreneurs et les entreprises, parce qu'il a tellement dépensé d'argent. Il a tellement que là aujourd'hui, les entrepreneurs, ils sont très très inquiets. Alors, une question pour vous, Frédéric, sur Twitter. Cela ne vous étonne pas que la liste LREM soit la seule liste dont le résultat n'a pas bougé d'un déci entre la première estimation à 20h et le résultat définitif 22,4 à 20h. Les résultats de mémoire, ça ne s'est jamais vu. Non, c'est faux. Dans notre estimation des fois fiduciaires, nous avons légèrement modifié. Nous avons resserré l'écart qui était de 1,5 point à 1 point. Il y a eu des petites évolutions. Une estimation, puisque beaucoup de bureaux de vote fermaient à 18h, en principe, bouge extrêmement peu. De la même manière, nous avions mis d'abord au début un léger avantage pour le Parti socialiste. Puis nous avons mis un léger avantage pour la France insoumise. Une estimation, c'est basé sur un dépouillement réel de bulletins de vote. En tout cas, pour revenir au résultat, je trouve que la troisième place des Verts correspond à une grande et très belle et très bien réussie opération de marketing, parce que maintenant ça fait cool parler d'environnement. Et je le dis un peu méchamment, mais de toute façon, les propositions qu'ils ont fait sont à des années-lumière, par exemple des mouvements de contestation de Gilets jaunes, dans le sens que les Gilets jaunes aussi ont toujours dit, je ne sais pas l'avocat des Gilets jaunes, mais ils ont toujours dit que, bien sûr, tout le monde est prêt à faire des efforts pour l'environnement, sauf qu'il faut en avoir les moyens et avoir l'argent pour le faire. Est-ce que ça n'a pas été un vote de dépit aussi, c'est-à-dire de gens qui ne voulaient pas voter La République En Marche? Ça suffit de regarder les résultats dans les arrondissements de Paris où on a voté moins que la moyenne nationale. À Paris, c'est absolument passionnant. C'est passionnant. 16 arrondissements pour En Marche, de gauche comme de droite, et 4 arrondissements dans le nord-est de Paris pour Europe Écologie Les Verts. Attention toutefois à ne pas plaquer sur un scrutin à deux tours où le poids des sortants est très important, les spécificités d'un scrutin avec la province, non ? J'ai pas compris la phrase. Ça veut dire qu'il ne faut pas extrapoler des résultats des européennes sur un scrutin aussi local. Et qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui s'il y avait une présidentielle ? J'ai pas la réponse. Mais sur les Verts, moi je voudrais un peu relativiser le résultat des Verts, parce que d'abord c'est une élection, l'élection européenne, qui leur est quand même traditionnellement plutôt favorable, où ils arrivent forcément, parce que c'est Europe Écologie en plus, donc ils sont foncièrement européens, et donc c'est une élection qui leur est favorable. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que la tonalité qui a été donnée par le président de la République d'une campagne finalement très axée sur les enjeux écologiques, puisque quand même l'un des moteurs aussi programmatiques de la République En Marche lors de cette campagne, ça a été la question environnementale, a certainement aussi joué d'une certaine façon à leur faveur. Mais il faut relativiser, parce qu'en France, c'est pas la première fois que les Verts font des bons scores aux élections européennes et qu'ensuite, aux élections nationales, ils disparaissent, sauf lorsqu'ils font des bons accords avec le Parti socialiste aux élections législatives. Alors peut-être font-ils de bons accords avec En Marche, ce qui est possible, mais ceci dit, il faut quand même là aussi relativiser, c'est que la culture politique des Verts, c'est pas la culture politique d'Emmanuel Macron, la culture politique de l'électorat des Verts, c'est pas la culture politique de l'électorat d'Emmanuel Macron, donc je ne suis pas si sûr que ça qu'Emmanuel Macron dispose de possibilités d'alliance avec les Verts, même si je pense qu'il doit y penser fortement. Mais je suis étonnée que vous parliez pas de la politique qu'il va mener maintenant. Est-ce que c'est pas ça le véritable enjeu? Est-ce que c'est pas ça? La campagne électorale pendant 2 ans. Non, mais c'est pas supportable. Moi, je ne veux pas croire qu'il fasse une campagne électorale pendant 2 ans, sinon c'est désespérant de la France. Il est un chef de parti. Non, il y a une politique amenée, des réformes. Le quinquennat donne un rythme, c'est assez spécifique. Nicolas Donc vous avez Sarkozy... tout abandonné, tous autour de la table, vous avez abandonné tout espoir. Mais on abandonne rien du tout. On est sur une émission de débriefing, de bilan des élections européennes. On se retrouve dans un instant. On aura Fred d'Arcachon avec nous en ligne dans quelques instants. 0826 300 300. Et on attend vos réactions. À tout de suite sur Sud Radio. Ça veut dire... Appel non surtaxé. Sud Radio, 10h midi.
Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio pour commenter les résultats des élections européennes. Alors c'est vrai que ce matin, ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde a gagné. J'entendais Raphaël Glucksmann qui disait non mais 6-3, on est content, on nous donnait moins de voix que ça. Mais c'est vrai que finalement, proportionnellement, les scores sont très petits. Chaque parti représente à peu près de 10%, 0,001% des Français. C'est infinitésimal en expression de vote. Alors c'est vrai que même si la participation a été plus forte que prévu, elle va être sans doute de 51,5 voire 52 en France métropolitaine. Il y a une vraie différence entre métropole et DOM sur le vote européen. C'est vrai que le premier parti de France reste le parti abstentionniste. Ça ferait 22 à 23 millions d'électeurs qui ne sont pas allés voter. Maintenant, il faut regarder les résultats en suffrage exprimé. C'est vrai qu'on a une gauche qui a été éparpillée s'agissant de l'offre électorale, mais peut-être s'est-elle trouvé une force, peut-être pas dominante, mais une force dominante, à savoir Europe Écologie Les Verts, qui a gagné le match face à la France insoumise. La France insoumise qui a perdu le match de l'écologie face à Europe Écologie Les Verts. 20% de l'électorat Mélenchon a choisi un vote pour Yannick Jadot. Et la France insoumise qui a perdu le match face au RN sur les Gilets jaunes. Sur 100 Français se déclarant proches des Gilets jaunes, 43% a choisi la liste RN. On a Fred en ligne avec nous. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, merci de me prendre antenne. Bonjour à tous vos invités. Moi je dirais, j'étais un peu surpris du score relativement faible du Rassemblement National. Je pensais qu'il aurait fait plus. Bon. Mais je voulais vous dire, l'électorat de gauche a aussi bougé. Parce qu'il faut quand même prendre, il ne faut pas se tromper, les écologies, Europe Écologie Les Verts, dont le grand ayatollah, c'est M. Cohn-Bendit, qui il n'y a pas longtemps était encore Danil Rouge, est devenu Danil Vert. Mais derrière... ça fait longtemps qu'il est devenu le vert. Il ne faut pas oublier quand même que derrière, il y a toujours l'hydre marxiste, même s'il est déguisé en salade. La gauche radicale est embusquée derrière ça. Tous les intellectuels ne sont plus, bien sûr, au Parti communiste, mais ils sont là. Donc le score, globalement, il faut prendre ce score-là quand même comme un score de la gauche. Faut surtout faire attention. Ils sont embusqués, ils sont là. Ils sont là. Parce qu'il y a un petit peu de tout. Merci Fred. On a Christian en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, la question était qu'est-ce qui se passe demain ? Voilà. Donc, puisque on a parlé beaucoup de démocratie, vous vous rappelez quand Macron est passé à ces élections, c'était donc une démocratie. C'était voilà. Et aujourd'hui, il y a le LR qui est passé. Est-ce que c'est aussi de la démocratie ? Je l'ai pas encore entendu. Je voudrais savoir, moi, qu'est-ce qui va se passer maintenant demain ? Tout le monde tire pour lui. C'est un peu le chien et le furet, quoi. Tout le monde court après le furet et on verra bien qui va le choper. Et donc, ma question est toute simple. Alors, demain ? Mais demain, à quel niveau vous voulez dire ? Parce que c'est une élection européenne, encore une fois. On a un message, n'est-ce pas ? Je pense que c'est quand même un message qui est plutôt clair. Vous parlez du message national, vous ne parlez pas de l'Europe, là ? Je parle de toute façon du message qui a été mis dans les bulletins et dans les... National. D'accord. Donc peu importe. Et les Français ont dit stop, Macron, s'il vous plaît, maintenant vous allez commencer à nous écouter. Vous les avez tous entendus, les gens d'En Marche. Ils sont en arrière, les gens d'En Marche. Pardon, Christian, moi j'ai une question à vous poser. Les Français ont dit stop, ils n'ont pas vraiment dit stop à la République En Marche. Il arrive deuxième parti, donc c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Ils sont pas. Alors attendez, Arnaud Benedetti va. Si vous voulez, Macron, il a sauvé la face dans cette élection. C'était ça le plus important pour lui. C'est vrai. Mais quand vous regardez le résultat, finalement, c'est 2 électeurs sur 10. 2 électeurs sur 10, c'est loin de faire une majorité de Français. Et quand vous regardez, faites l'addition de toutes les listes, c'est des listes qui sont quand même fondamentalement opposées à la ligne politique d'Emmanuel Macron. Donc Macron, il est quand même à la tête d'une minorité, mais d'une minorité, j'allais dire, quasiment de blocage, d'une certaine façon. Et c'est ce qui fait son succès. Mais par contre, il a réussi. Le storytelling peut continuer. Le storytelling peut continuer. Voilà, mais tout à fait. Mais la com risque de se briser. La com risque de se briser sur des élections classique dans le cycle électoral français, à savoir des élections à 2 tours, où la République En Marche a très peu de sortants, notamment aux élections municipales, et ces élections, c'est créé... Pitié. Mais attendez, on vote, Sophie, en France, c'est une démocratie. On va voter. On n'a pas voté depuis 6 ans au municipal. Ça commence à bien faire, là. Mais Sophie, ça s'appelle le vote et la démocratie. Vous voulez suspendre le constitution. Oui, non, mais on est arrivé à une démocratie qui est nécessaire, mais qui est aussi néfaste. Matteo Gieselberg. C'est néfaste, non, puisque personne ne vote. Comment c'est Non, mais c'est ça. Ne vous plaignez pas.
plus 50% d'abstention, il faut aller voter. Voilà, il fallait aller voter. C'est le moment où on peut s'exprimer. En Italie, ça s'est passé comment? Il y a eu une mobilisation importante. Là, on a encore des données provisoires parce que déjà les bureaux de vote ferment à 23h en Italie. Et en plus, il y avait aussi une importante échéance électorale locale parce qu'il y avait les administratives, les municipales en 3 ou 4 000 communes et surtout le renouvellement du gouvernement de la région Piémont qui apparemment est en passe de passer dans le camp de la Ligue. Donc la Ligue et le centre droit plus largement aurait tout le nord de l'Italie, donc la partie la plus productive, etc. Mais il faut voir, à mon avis, toute cette élection aussi comme une continuation de la campagne électorale permanente d'Emmanuel Macron. Je suis très désolé. Je suis d'accord avec Sophie de Menton d'un certain point de vue, dans le sens que je dis, oui, il devrait arrêter de faire la campagne électorale, au moins quand il n'y a pas d'élection dans l'immédiat, et faire le président de la République. Sauf que d'un côté, on a la fameuse 5e République, et qui est toute verticale, et tout, etc., qui permet à n'importe qui de dire n'importe quoi. Sauf que ils ont gagné donc pendant mais surtout, 5 ans, ce qui change la donne considérablement, c'est qu'on a le quinquennat. Donc le quinquennat fait qu'on est très rapidement à nouveau en campagne. C'est une accélération du temps politique. Et on l'a vu depuis. On l'a vu quand même depuis 2007. C'est exactement. On est dans cette perspective-là. Et ça, c'est quelque chose que je reproche à tous les présidents, au moins à partir de Sarkozy, c'est qu'il faudrait que les présidents de la République arrêtent de faire les chefs de parti, parce que on les élise parce que on a besoin d'un chef, on a besoin d'un guide, et on veut que le pays s'en sorte des problèmes, ait une position plus claire au niveau des autres. Enfin, il faut aussi se rappeler que les alliés de Macron, ils sont pas sortis très bien de ces élections européennes, alors que lui, il se faisait le chantre de l'Europe, etc. Peut-être que la vraie question, c'est faut-il encore élire le président de la République au suffrage universel direct, c'est peut-être la question de l'adaptation. C'est peut-être la question, c'est l'adaptation des institutions finalement à la vie politique aujourd'hui française. Je pense qu'il faut être aveugle si on ne met pas une bonne dose de proportionnel. Alors, je pense que vos questions sont des questions fondamentales et très importantes, mais je pense qu'aujourd'hui les Français ne se les posent pas. Ils sont plutôt sur une logique de résultats des pouvoirs publics, d'action. Et là, je rejoins Sophie sur son coup de colère sur on fait trop de politique. Et sans se projeter sur la présidentielle 2022, on peut être sûr de quelque chose, c'est que la capacité d'Emmanuel Macron à avoir des résultats, notamment sur le pouvoir d'achat, sera centrale, quelle que soit l'offre politique, sur sa capacité, sa possibilité sur l'attractivité des entreprises. Au détriment des c'est une panique pour les entreprises, parce que monter le pouvoir d'achat artificiellement ne veut rien dire, puisqu'on a abandonné toute baisse des dépenses de l'État. C'est intéressant. C'est un angle sur lequel la droite pourrait s'emparer. Mais absolument. Et là, je veux dire que c'est là que je commence à être dans l'opposition. Si on a totalement abandonné la baisse des dépenses de l'État, faut s'inquiéter. D'autant plus que les perspectives de croissance mondiale ne paraissent pas très optimistes. Alors, on a Guy en ligne avec nous. Bonjour Guy. Plus un fonctionnaire de diminuer. Guy. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Au sujet de la défaite des Républicains, la défaite des Républicains était prévisible dans la mesure où M. Wauquiez n'est pas un chef de parti. Il ne peut pas représenter un parti. Du moment que vous acceptez, que vous tolérez dans le parti, comme au Parti socialiste, vous savez, les courants, les chefs de courant, et voilà. Alors on s'est aperçu de la débâcle avec Juppé qui est parti, avec Raffarin, avec Le Maire, et tout le monde est parti de son credo, a été gagné sa sopette ailleurs. Donc ça ne peut pas marcher. Un chef de parti, il faut qu'il tape du poing sur la table. Oui. La dernière en date, c'est quand Raffarin a décidé de dire il faut voter En Marche, et que l'a posé la question, il a dit non, mais je reste toujours républicain. Non, il fallait que, je ne sais pas comment ça se passe dans un parti, que Wauquiez réunisse vite fait la direction du parti et l'exclut du parti de suite à Raffarin. Chacun vient là pour faire sa truc. Et c'est comme Valérie Pécresse. Valérie Pécresse est contre Wauquiez, mais elle l'a dit du bout des lèvres parce qu'elle en avait besoin pour se faire élire à Paris. Et maintenant que Wauquiez est Comment ? Vous pensez que Wauquiez doit rester ou pas ?
Ah ben Wauquiez, il faut participer pas. C'est fini. Il part, tu auras plus rien. Le Parti Socialiste est comme le Républicain, est comme le Parti Socialiste. Pas loin. À la rue, il est pas loin, mais bien sûr, il n'y a plus rien. Ouais. Tous les chefs, ce sont les Il y en a un seul qui ne se prononce pas et qui se garde bien de se prononcer, c'est Xavier Bertrand. Ouais. Et qui ne veut même pas commenter, qui pense que c'est fini ce type de politique, et je le rejoins, c'est ce qu'il me disait hier, que on était en plein dans des espèces de rivalités qui n'ont plus de sens, qu'il essayait d'agir. Nicolas Sarkozy non plus, on l'entend pas. Hein. On avait un auditeur qui évoquait la lâcheté de Sarkozy. Réserve. Comment voulez-vous en plus qu'ils soutiennent Wauquiez? Alors c'est son parti quand même. Non mais attends, justement. Vous voulez écouter ce que disait Valérie Pécresse ce matin? Écoutez. C'est une question très personnelle. Si j'étais à sa place et vu la situation, sans doute je le ferais. Mais le sujet n'est pas une question personnelle. Le sujet, c'est celui de la ligne politique de la droite et c'est aussi la question de sa stratégie politique. Je pense qu'il faut qu'on change de stratégie. Voilà, elle répondait à la question. Elle disait, elle concluait, il manquait une phrase où elle disait, oui, je pense qu'il doit se poser la question. Oui, mais d'accord, elle a raison, mais en même temps, je précise une chose. J'ai été, il y a 5 ans, membre du parti de l'UMP. J'ai été aussi en position non éligible absolument sur la liste des européennes en Ile-de-France. J'ai eu la possibilité de voir un peu de l'intérieur ce parti et depuis, j'ai arrêté de faire de la politique. Je suis journaliste, donc, mais c'est important que tout le monde le sache. La chose que je trouve assez, qui me fait demander, mais effectivement, il y a quelqu'un qui se dit encore de droite dans les Républicains, parce que effectivement, il y a eu Sarkozy qui ne s'est pas exprimé. Il y a eu des ex-sarkozystes qui sont effectivement passés au gouvernement, comme Darmanin, il ne faut pas oublier. Moi, je suis plutôt d'accord avec l'auditeur qui parlait tout à l'heure et qui disait il fallait être clair dès le début. Les gens partent, ils ont tout le droit de partir sur un autre parti et faire leur vie politique ailleurs. Personne leur reprochera. Mais il faut être clair. Enfin, c'est comme quand vous changez, je veux dire, de voiture et le concessionnaire ne vous rappelle plus parce que vous avez changé. C'est un peu plus compliqué quand même là. C'est vrai. Non, parce que je vois pas. Le problème, c'est que c'est vrai. Si on occupe un parti qui vous déçoit considérablement, vous êtes accusé d'être un traître. Et c'est très important. Au moment où vous avez le navire qui coule, de ne pas partir en courant. Moi, je pense que la question qui se pose, c'est l'avenir des Républicains et des conservateurs. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même une entreprise de dépeçage des Républicains qui va se pratiquer d'un côté du Rassemblement National et de l'autre REM. Donc, est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de résister à cette entreprise de dépeçage? C'est la seule question qui se pose. C'est quand même une défaite terrible pour eux, parce que je rappelle, ils ont le premier groupe quand même d'opposition au Parlement. Ouais. Ils tiennent le Sénat, ils tiennent un certain nombre de régions, ils tiennent de grandes collectivités et ils se retrouvent à 8,7, ce qui est un échec considérable. La question est... Alors, on voit d'ailleurs qu'il y a Retailleau déjà qui a commencé à faire des déclarations lui aussi, qui peut-être espère rafler ce qui reste des Républicains. Mais s'ils ne réagissent pas très vite, le dépeçage se fera dans tous les sens. Ouais. Il faut dire une petite chose aussi, c'est juste pour ajouter un élément. C'est intéressant de voir que même en Italie, le parti de Berlusconi, qui est le PPE, équivalent, a pris le 8%, pratiquement exactement et il a subi effectivement un siphonnage de vote de la Ligue de Salvini et aussi de Fratelli d'Italia, qui est un parti un peu souverainiste, un peu plus à droite. Ça pourrait ressembler peut-être un petit peu à début de la France, mais qui a pris le 6%, 6,5% de... Pareil, Nicolas Dupont-Aignan, on ne l'a pas trop entendu hier non plus. Oui, mais il a réussi à sauver les meubles en étant au-dessus de la barre des 3%, 3,5%. Le dernier rolling le mettait à 4%. C'est vrai que pour la droite, c'est la continuation d'un cycle de défaites électorales particulièrement forte. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe très faible électoralement sur un scrutin, je le répète, atypique. La droite est en position de force dans les départements et surtout dans les mairies. Mais est-ce que les maires sortants de droite voudront, en mars 2020, avoir l'étiquette LR? La tendance que l'on voit dans toutes les enquêtes... C'est LREM. Chez LR, chez l'REM et à gauche, c'est réfuter toute étiquette partisane, alors que des vieux partis. Vous voyez, c'est formidable. Quand je vois des débats d'il y a 40 ans, Mitterrand marchait, etc., aux européennes, personne ne s'interrompt, mais ici, on s'interrompt beaucoup. C'est que l'étiquette partisane n'est plus un
une motivation de vote pour les Français, sauf aux élections européennes. Oui, mais sans parti, ils peuvent rien faire. Elle ne l'a jamais été lors des élections locales. Oui, il y a toujours eu une dépolitisation quand même. Il y a eu quand même des votes sanctions. Très souvent, les candidats aux élections municipales mettent de côté leur étiquette politique. Mais il y a une terrible contradiction, car on voit bien quand même que sans parti, on n'y arrive pas. Je veux dire, il y a le splendide isolement d'Emmanuel Macron qui est dû à lui peut-être, mais qui est 3 candidats pratiquement à Paris déjà. Voilà. Allez, on va se retrouver dans un instant et on va parler des Gilets jaunes parce qu'on n'a pas beaucoup prononcé, on n'a pas beaucoup parlé d'eux alors que on attendait quand même peut-être une autre réaction. Dites-nous ce que vous en pensez, on attend vos réactions. 0826 300 300, vous qui êtes Gilets jaunes, pour qui avez-vous voté? 0826 300 300, on vous attend sur Sud Radio. Presque dans l'Hérault. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff qui sera très en forme. Il l'était hier soir, il n'y a pas de doute, il le sera encore tout à l'heure. On a Thierry en ligne avec nous qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Thierry, et vous êtes gilet jaune? Oui, je l'ai été dès le début. Alors, pas trop sur le terrain, mais beaucoup réseaux sociaux, etc., pour essayer de se faire entendre sur... voilà. Quoi dire sur cette élection? Bon, le Rassemblement national a gagné, même si c'est d'un point ou de quelques... Mais il a quand même gagné. Et je m'aperçois que M. Macron c'est un déni, quoi. Il va rien changer, il va rien faire. Mais vous avez voté pour qui? Je préfère ne pas... D'accord. D'accord. En tout cas, voilà. Pas pour Macron, M. Macron. Pas pour Macron. Non, parce qu'il est sourd aux appels et aux demandes du peuple de France. Qu'est-ce qu'il a lâché comme fric quand même? Oui, c'est ça qui m'embête un peu. Et moi, j'aimerais... Alors, laissez-le terminer, Sophie. Oui. L'objet de mon appel, vraiment, c'est... J'en ai marre, vraiment marre, d'entendre ce mot extrême droite qui est galvaudé, qu'on utilise à tout va, à tout vent. Pour moi, extrême droite, c'est les SS. Pour moi, l'extrême droite, c'est les nazis. Pour moi, extrême droite, c'est ça. Et dans l'inconscient des Français, c'est ça. Alors, j'en ai ras-le-bol. Et je veux dire même plus, parce que quand on dit extrême droite par-ci, extrême droite par-là, c'est des propos antisémites. Pour quelle raison? Eh bien, parce que ce mot est utilisé et on appelle au loup constamment. Le jour où il y aura réellement, là, on n'aura plus personne, parce qu'on aura tellement appelé au loup que là, il n'y aura plus personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça scandaleux. Et monsieur le mari de madame, et ça je le dis, je l'ai su, et il le dit, il s'en cache pas, le mari de madame Le Pen, il est de confession juive. Je crois qu'on l'entend pas, ça. Est-ce que Mme Le Pen pourrait être antisémite alors que son mari est juif? Mais elle n'est pas antisémite, pourquoi vous dites ça? Ah mais si, on l'entend à droite, à gauche. C'est un discours qu'on entend. Elle s'est fâchée avec son père à cause de ça. C'est un discours qu'on entend quand même de moins en moins. On a vu quand même qu'il y avait eu la transformation contre les musulmans qu'il faut choisir son camp. Ce que disait Arnaud Benedetti tout à l'heure, c'est-à-dire sur la mue du Front National en Rassemblement National, qui a quand même changé la donne. Moi, je faisais remarquer quand même entre 10h et 11h qu'hier soir, j'ai trouvé moi que le traitement des représentants du Rassemblement National n'était pas très équitable. D'ailleurs, Sébastien Chenu a été obligé de dire c'est nous qui avons gagné et on n'a pas la parole. Et puis, dans un deuxième temps... Sanchez qui est parti. Et Sanchez est parti en disant on n'est pas désirable ici. Et puis, le clash... Valérie. Entre Gilbert Collard et Cohn-Bendit également. Moi, je faisais partie du plateau qui est partenaire avec CNews et Paris Match, à savoir CNews. Il y a eu toute la soirée beaucoup de représentants d'En Marche et beaucoup de représentants du Rassemblement National. J'ai pas cette impression. Je parlais de TF1 et France 2. Oui, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les chaînes avec lesquelles nous travaillons. Ouais. Mais en tout cas, sur l'institutionnalisation du Front National, c'est un phénomène réel. Les Français voient une différence entre le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui lui n'avait pas honte d'endosser l'étiquette d'extrême droite quand il disait qu'il était de la droite nationale, et Marine Le Pen. Rappelez-vous une enquête faite ensemble il y a environ 2 ans au moment de la présidentielle. Nous avions repris des questions d'il y a 20 ans d'une enquête pour le Figaro Magazine. Est-ce que pour vous, une enquête faite auprès des gens qui avaient voté au moins une fois pour le Front National, est-ce que pour vous, voter pour le FN, c'est un vote de protestation ou un vote d'adhésion? En 20 ans, l'idée que c'est un vote d'adhésion a gagné 25 points, même si la protestation reste toujours majoritaire. C'est vrai que taxer ce parti d'extrême droite n'est beaucoup moins efficient que critiquer ses propositions et le voir éclater en vol, comme on l'avait vu pour Marine Le Pen lors du débat. Mais quand on regarde un certain nombre de propositions de la droite républicaine
européennes de la fin des années 80 et du début des années 90, elles sont pas très éloignées du Rassemblement national. Lisez les programmes des coalitions de droite RPR, UDF, et vous les mettez au regard des programmes du Rassemblement national aujourd'hui, et vous verrez que la différence est infinitésimale. Donc on a. Alors il y a certainement. Par contre, il y a un glissement des représentations, vous savez, des perceptions. C'est qu'aujourd'hui on qualifie d'extrême droite des choses qui ne sont pas fondamentalement d'extrême droite. Je pense qu'il y a une méconnaissance aussi historique de ce qu'est réellement l'extrême droite. Et ça, de ce point de vue-là, votre auditeur n'a pas tout à fait tort de le rappeler. Encore une fois, pour le discours du marketing, de la communication marketing que je disais tout à l'heure, et des Verts, mais aussi du reste de la gauche, qui hier soir a tenu des discours du style non, la droite extrême ne peut pas gagner, etc. Mais c'est le vote des Français. Si les Français ont décidé de devenir souverainistes, donc de vouloir leur pays à l'intérieur de l'Europe être géré de façon différente, mais qu'est-ce qu'il faut, pourquoi il faut les contester, pourquoi il faut les discriminer, comme si on avait la science infuse seulement d'un côté de l'échiquier politique. Non, c'est pas possible. Elisabeth est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous vos invités. Écoutez, moi j'interviens, on s'était déjà eu au téléphone, donc moi je suis toujours gilet jaune, toujours chef d'entreprise. Et effectivement, je voulais parler de ce qui s'est passé hier. Alors moi, j'ai pas réussi à aller élire un candidat pour la bonne et simple raison que moi, je reste sur ce qui s'est passé en 2005 avec effectivement 55% des électeurs qui avaient dit non à l'institution Europe. Et j'ai hésité. Vous vous êtes abstenu ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je me suis abstenue, parce qu'effectivement, moi, j'ai plutôt, j'avais pas le vote de conviction. Et je me suis abstenue parce que pour moi, effectivement, et c'est pas qu'une phrase voter n'est pas élire, et qu'on attendrait aujourd'hui quelque chose d'autre que l'Europe, quelque chose d'autre que le vote, et surtout parce que la consigne de vote chez les Gilets jaunes, malgré tout, c'était de mettre une raclée à Emmanuel Macron, et il fallait voter le deuxième pour mettre la raclée au premier. Moi, je n'y suis pas arrivée parce que je n'ai pas cette conviction. Je comprends les gens qui l'ont fait. J'ai quand même suivi hier, et ça je voulais intervenir là-dessus, je partage complètement ce que dit Valérie sur le traitement qui a été fait avec les représentants du Rassemblement national, finalement qui ont quand même remporté cette élection et qu'on a empêché un petit peu de parler malgré tout. Voilà, donc enfin je pense qu'il y a quand même encore un dégoût de la politique par rapport au fait qu'aujourd'hui, même sur les élections européennes, la plupart des gens ont voté là cette fois contre Macron. Et pas, mais pas tant que ça. Enfin, vous qui êtes gilet jaune, justement, ça m'intéressait d'avoir votre sentiment. Oui. C'est-à-dire qu'on a entendu toute la semaine dernière, effectivement, sur cette antenne, il faut donner une raclée à Emmanuel Macron, il faut qu'il soit battu. L'écart entre le RN et la République En Marche n'est pas énorme. Alors, les consignes ont tourné parce qu'on savait que c'était un vote à la proportionnelle. On a énormément chez les Gilets jaunes de gens qui ont une conscience politique, qui savaient qu'il fallait faire plus de 3% pour pouvoir prétendre à des sièges, etc. Mais les listes étaient tellement nombreuses, vous voyez bien, c'est toujours les 7 premiers partis qui remportent la mise. Et qu'effectivement, le mot d'ordre, c'était que pour symboliquement montrer à Emmanuel Macron qu'il pouvait avoir perdu la main, il fallait voter le deuxième, c'est-à-dire qu'il fallait voter Rassemblement national. Moi, je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Je sais que énormément de gens l'ont fait, non pas par conviction sur les idées du Rassemblement national, mais l'ont fait sur le fait d'un signe indicateur à Emmanuel Macron par rapport à ce qui s'est passé et les violences. Nous, aujourd'hui, on parle de violence politique et pas de violence policière par rapport aux Gilets jaunes. Moi, je vais plus loin. Il y a 23% de gens qui cautionnent la politique d'Emmanuel Macron dans sa répression des Gilets jaunes. Et donc, pour nous, c'est très inquiétant. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, concrètement, donc, avec tout ça ? Oui, qu'est-ce qu'on attend ? On attend en tout cas que, de nouveau, on ne parte pas dans un clivage Rassemblement national contre LREM comme un épouvantail. On a l'impression que le Rassemblement national fait le jeu d'Emmanuel Macron, puisque n'importe qui aujourd'hui, on a l'impression depuis le duel Chirac-Le Pen perd en 2001, on aura éternellement l'appel au sursaut républicain. N'importe quel aujourd'hui candidat politique veut se retrouver en face du Rassemblement national, en comptant sur le vote utile. Voilà. Et donc, on aimerait aujourd'hui qu'il y ait des vraies forces de proposition, et en tout cas qu'on nous appelle à voter sur des référendums. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, si je m'abstiens, c'est parce que j'ai été même militante du vote blanc. On n'en a pas parlé d'ailleurs du vote blanc. Je ne sais pas si on pouvait voter blanc il y a eu beaucoup de votes blancs européennes. Non, pas énormément, beaucoup moins que l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir appelés. Voilà, c'est la fin. On ne peut pas vraiment conclure. De toute façon, on aura l'occasion, évidemment, d'y revenir. Ça va continuer. On va continuer d'en débattre. Dans 4 ans.
on va continuer d'en débattre, en tout cas sur Sud Radio toute la journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci.